Chers amis, bonjour. Nous voici donc pour un troisième podcast qui suit les deux que nous avons fait, l'un sur le ressentiment, le deuxième sur l'altruisme. Et donc aujourd'hui, comme promis, nous nous retrouvons, Mos Mayeroum et moi-même, Radu Stoenescu, pour parler de De l'utopisme. l'utopie, oui, de la volonté d'instaurer le paradis sur Terre qui anime les mouvements communistes, mais pas seulement. On pourra évoquer peut-être d'autres mouvements politiques. Et c'est un volet très important puisque c'est le volet affectif en fait du volet politique. Et souvent, l'affectivité semble un domaine très obscur dont on ne peut pas parler, mais il faut l'explorer, il faut l'explorer. Donc, bonjour Moss, comment vas-tu? Eh ben écoute, je vais très bien, mon cher Radou. Je suis très content qu'on parle de ça parce que, en fait, c'est peut-être le cœur nucléaire de tout le mouvement marxiste-communiste, qui est en fait l'objectif, l'idéal, puisque c'est derrière cet idéal que vont se ranger tout un tas de gens en disant qu'ils ont trouvé une direction qui est bonne et que même si le chemin est peut-être semé d'embûches, la direction mérite qu'on fasse les efforts qu'on va faire. Et je crois que c'est en attaquant la direction et un petit peu cette logique de l'utopie sur Terre qu'on peut éventuellement peut-être désenvoûter une partie des marxistes ou des communistes qui peut-être ne sont pas conscients que quand bien même le communisme marcherait, eh bien l'utopie et le paradis sur Terre n'adviendraient quand même tout de même pas, en fait. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Est-ce que... Enfin, J'en pense beaucoup de choses. En tout cas, oui, notre démarche pour la resituer, en effet, je voudrais la resituer dans une théorie finalement de l'homme, c'est-à-dire que nous, on discute pour présenter des raisons à nos auditeurs, pour présenter des raisons de s'engager ou non dans certaines directions, de faire ou non certaines actions. À la discussion, cet échange philosophique peut sembler oiseux à certains. Nous, ça nous semble quand même la base justement d'une vie civilisée, d'une vie qui s'examine elle-même et donc qui examine ses motifs. Et le motif justement de l'utopie, tel que tu l'as un petit peu circonscrit, effectivement, est un motif très puissant, un motif qui, qui a sollicité des individus à travers les siècles, pas simplement au cours du tragique XXe siècle, mais bien avant aussi. C'est, et c'est peut-être salutaire, ou en tout cas d'essayer de rendre l'objectif peut-être moins désirable. Je voudrais faire, oui, cette parenthèse-là sur la théorie de l'action quelque part qui nous anime. C'est que si on parle des goûts et des couleurs, c'est qu'en fin de compte, les goûts et les couleurs, la volonté, l'idéal, les aspirations sentimentales peuvent être quand même être infléchis et canalisés si on réfléchit justement sur la désirabilité ou non de cet idéal et de ces objectifs en fait. La réflexion, elle a un impact sur l'action à partir du moment où elle montre que tel objectif qu'on se fixe n'est peut-être pas si désirable que ça. Donc ça, c'est la théorie d'action qui nous anime. L'utopie, alors oui, toi, tu as beaucoup travaillé sur ce sujet-là quand tu as préparé tes vidéos sur la valeur travail chez Marx, en tout cas sur la théorie de la valeur travail chez Marx, n'est-ce pas? Et tu avais été très enthousiaste, je me souviens, parce que par ta lecture de Schumpeter. oui, alors je sais que Schumpeter n'est pas spécialement considéré comme un philosophe, c'est plutôt un économiste. Mais en fait, dans son livre que j'avais résumé, Capitalisme, socialisme et démocratie, il distingue, pour pouvoir répondre à la partie économique, les différentes facettes de Marx, le personnage, on va dire, un peu fondamental pour toute la théorie économique communiste, parce que précisément certaines de ces facettes ne sont pas d'un ordre purement économique. Et la première facette qu'il identifie, littéralement l'ouverture de son livre, c'est le chapitre 1 qui s'intitule « Marx le prophète ». Et
Il commence son propos en disant ceci: « Ce n'est aucunement par inadvertance que nous avons laissé un terme emprunté au monde de la religion se glisser dans le titre de ce chapitre. Il y a là plus qu'une analogie. Sous un certain aspect important, le marxisme est une religion. À ses fidèles, il offre en premier lieu un système des fins dernières qui donne un sens à la vie et qui constitue des étalons de référence absolus pour apprécier les événements et les actions. De plus, en second lieu, le marxisme fournit pour atteindre ses fins un guide qui implique un plan de salut et la révélation du mal dont doit être délivrée l'humanité ou une section élue de l'humanité. Nous pouvons préciser davantage, le socialisme marxiste appartient au groupe des religions qui promettent le paradis sur la terre. Je pense qu'une formulation de ces caractéristiques par un hiérologue ouvrirait la voie à des classifications et commentaires qui éventuellement feraient pénétrer dans l'essence socio-biologique le marxisme beaucoup plus profondément qu'un simple économiste ne saurait le faire. » Oui. Alors moi, ça rappelle, quelques précisions. Un hiérologue, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire tout simplement quelqu'un qui étudie le sacré, hiéros. On pourrait dire un historien des religions. Enfin, c'est intéressant parce que Schumpeter écrit juste dans les années 50 que la discipline d'histoire des religions va être progressivement créée par Mircea Eliade, en tout cas aux États-Unis, aux universités de Chicago, après être passé par la France. Donc là, Schumpeter parle de hiérologue. Je pense que c'est un neologisme qui a jamais fait, qui a pas fait spécialement Flores, mais alors moi, ce passage-là de Schumpeter m'évoque plusieurs choses. Premièrement, pour ceux... en fait, je ne suis pas sûr qu'ils soient au courant, mais à la même époque, en 1948, un Français, Jules Monroe, a écrit un livre extrêmement intéressant qui s'appuie exactement sur la même prémisse que Schumpeter. C'est le livre qui s'appelle « Sociologie du communisme », alors qui est véritablement... pour résumer le titre, il considère que le communisme est justement une religion séculière et il a appelé ça l'islam du XXe siècle. D'accord. Donc Jules Monroe, ça reste une référence. C'est un sociologue français qui, contrairement à ce que le nom sociologie peut-être peut évoquer à certaines personnes, est quelqu'un qui est très lisible encore aujourd'hui et qui est très humain parce qu'il parle surtout des intentions, des actions, des mobiles, et sa compréhension du communisme tel qu'il s'était incarné dans l'Union soviétique était très fine et très pertinente. Voilà. Donc ça, c'est première remarque, ce passage-là, je vous renvoie donc à une lecture. Ensuite, il y aurait tellement de choses à dire. Oui, le marxisme, c'est une religion séculière, ou le communisme est une religion séculière, oui, un système des fins dernières, c'est-à-dire une eschatologie. D'accord. Les fins dernières, c'est-à-dire sont des fins qui concernent donc la vie éternelle, l'immortalité. Alors, vous me direz, ah oui, mais le communisme est athée, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'immortalité de l'âme, pourquoi vous parlez de fin dernière, pourquoi vous parlez de religion? Oui, je pense que c'est une critique légitime. En effet, sa vision de l'homme ne contient pas une idée d'âme individuelle qui serait sauvée dans un au-delà, mais il y a une sacralité, on l'a un peu évoqué dans le premier podcast quand j'ai parlé du sacrifice pour le collectif. Il y a une certaine sacralité qu'on peut déjà voir dans le système communiste, c'est le sacrifice de l'individu pour le collectif. Et donc c'est une sacralité bien particulière, d'accord. Je pense que le communisme historique avait des rituels sacrés, d'accord. Ils ont quand même remplacé la croix par l'étoile rouge. Enfin, d'accord. Si vous voyez les tombes des soldats soviétiques morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles n'ont pas des croix, ces tombes, elles ont une étoile rouge. Donc l'étoile rouge, symboliquement, elle est censée remplacer les croix. Sur les bâtiments soviétiques, il n'y avait plus des croix, ils avaient mis des étoiles rouges. Voilà, il y a une symbolique comme ça. Il y avait des martyrs du communisme, il y avait des rituels,
c'est-à-dire des processions, des jours sacrés, le 1er mai, voilà, et quand même, je signale qu'on a embaumé, on a quand même embaumé Lénine, d'accord? Donc, c'est une façon de l'immortaliser, d'accord? Et que et le mausolée a été quand même bâti sur la place rouge du Kremlin. Donc, moi, je suis allé le voir, le Kremlin. J'y étais à Moscou il y a une vingtaine d'années. Et, et, vous, et les grands discours de tous les apparatchiks, le balcon sur la place rouge, il est au-dessus du mausolée de Lénine, d'accord? Donc il y avait toute une symbolique religieuse, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Lénine, c'était la divinité immortelle, au nom de laquelle les divinités passagères, non, les vicaires, d'accord, c'est-à-dire les représentants de Lénine parlaient depuis le balcon, d'accord. C'est un peu une parodie de la vision chrétienne où vous avez le pape qui est le vicaire du Christ. Je rappelle que le pape n'est pas le représentant des chrétiens. Le pape est le représentant de Dieu sur terre. C'est pas la même chose. C'est le vicaire du Christ, c'est-à-dire le remplaçant du Christ. Donc c'est pareil. Le secrétaire du Parti communiste était censé être le représentant de Lénine, de l'immortel Lénine, qui était embaumé là en dessous, qui est toujours embaumé d'ailleurs. Ils avaient aussi embaumé Staline. Ils l'ont gardé 2 ans et puis ils ont fini par le désacraliser, justement. On ne va pas revenir sur l'histoire, le factuel, mais en tout cas, voilà. Il y a déjà tout un apparat sacré, une vision sacrée, une vision qui fait intervenir surtout la mort. Enfin, le sacré, je pense qu'il y a quand même une dimension le lien avec la mort est très important, d'accord. Donc le lien... Et ça me permet de parler d'ailleurs, petit moment de publicité, on fera 3 livres très importants l'année prochaine d'Ernest Becker, dont nous avons acheté les droits, donc je vous en parle, c'est pas une velléité, nous avons les droits, c'est un projet qui prendra corps à partir du printemps 2026, et qui parle du marxisme aussi comme religion séculaire. Et ce sont des livres qui expliquent différentes façons qu'ont des individus d'accéder à l'immortalité. Et que la volonté d'immortalité, en tout cas, est une constante de la condition humaine. Ça complète d'autres visions qu'on peut avoir de l'anthropologie, mais si on peut parler du communisme comme d'une religion séculaire, c'est qu'elle promet aux individus particuliers une certaine immortalité symbolique à travers le corps du parti et à travers le projet de réalisation du communisme sur Terre. Oui, bon, là, je pense tu as voulu absolument adresser directement quelque part potentiel point de critique ce n'est pas une religion parce qu'il n'y a pas d'âme, etc. Mais je pense qu'en fait, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est quelque part l'idée qu'il y a une promesse utopique d'une sorte de paradis à venir, et c'est en cela, je pense, que principalement un Schumpeter, et d'ailleurs même l'Église catholique elle-même, enfin je veux dire, dans les encycliques qui condamnent le communisme, parce qu'il y en a quand même eu plusieurs, le point qui fait systématiquement consensus, j'ai l'impression, chez les cardinaux, c'est cette question de promettre un paradis, non pas dans l'au-delà, mais sur Terre. Et je crois que c'est un peu ça le point de départ un petit peu de la dérive utopique, c'est de dire « Ah, mais on va construire un paradis ». Au passage, ce paradis, il a beau être sur Terre, il est toujours dans un futur qui est suffisamment lointain pour que la plupart des communistes puissent accepter comme prémisse que potentiellement ils ne le verront jamais. C'est-à-dire que c'est en cela que c'est aussi un peu curieux, c'est que on leur dit à la fois que, contrairement aux religieux, le paradis ne sera pas dans un au-delà, il sera ici-bas, mais par contre, il n'est pas garanti qu'il advienne avant la fin de leur existence, quoi. Et c'est ça qui fait que ça tient, on va dire, quand plus tard,
c'est le projet de conversion vers le communisme s'enlise et que on n'obtient pas aussi rapidement que prévu les résultats paradisiaques escomptés. Voilà, en fait, oui. Alors il y a le chaînon la fameuse transition qui est on va se replacer comment dire, dans la vision communiste, d'accord. En tout cas, c'était censé se passer comment? Dans l'établissement du paradis sur terre, la transition, il y a la dictature du prolétariat, il y a les nationalisations, des choses qu'on a évoquées. Donc il y a toute cette violence accoucheuse d'histoire, comme disait Marx, d'accord, donc qui est nécessaire, et il y aura une période de transition dans laquelle il faut libérer les fameuses forces productives. On rappelle que c'est toujours dans l'élément essentiel, c'est toujours le matériel, d'accord. L'élément essentiel de toute la vision communiste, c'est que, en fait, le mal n'est que du malheur, et que le malheur vient de la pénurie, et que donc si on élimine la pénurie, on élimine le mal, on élimine le malheur, et donc on a le bonheur sur terre, on a le paradis. C'est ça, c'est comme ça que ça marche, d'accord. Et donc, il faut de l'abondance. D'accord. De toute façon, on retrouve un succédané de cette conception dans toutes les théories de l'excuse, dans toute la culture de l'excuse, qui t'explique que telle personne fait telle connerie parce qu'elle a été frustrée. D'accord. C'était un succédané de la vision matérialiste communiste, c'est-à-dire, voilà, c'était juste. Les gens ne sont pas mauvais, les gens souffrent de quelque chose, ils avaient une pénurie, ils avaient une frustration, et donc ils ont étranglé leur petite sœur. Voilà. Donc c'est comme ça, je raccourcis, mais en tout cas, le matérialisme, d'un point de vue moral, aboutit à ce genre d'absurdité, parce que si on élimine le mal, on élimine les intentions mauvaises, on élimine la liberté de faire le mal, et donc tout doit pouvoir s'expliquer par la pénurie de quelque chose. Alors maintenant, on est dans une vision de pénurie, pénurie d'amour dans l'enfance, tu vois, ça c'est le grand truc, la pénurie. Et qui peut dire qu'il a été suffisamment aimé dans son enfance, tu vois, va chercher, va trouver la personne qui va te dire, non mais moi j'ai jamais, à part Chesterton, je rigole, à part Chesterton qui a toujours dit, voilà, j'ai eu une enfance merveilleuse, et il le disait d'ailleurs d'une façon qui anticipait toute cette vision de la culture de l'excuse. Il le disait exprès pour se moquer de tous les artistes qui mettaient en avant leur mère alcoolique, leur père absent, etc. Bref, voilà, je ferme la parenthèse sur Chesterton, mais en tout cas, la vision marxiste communiste, c'est le mal n'existe pas, le malheur existe parce qu'il y a de la pénurie. La pénurie va être réglée parce qu'on aura l'abondance communiste, parce qu'on va organiser ça d'une façon communiste collectiviste, sans les capitalistes égoïstes qui prennent pour eux leur plus-value et qui ne distribuent pas, etc. D'accord ? C'est quand même ça la vision. Et donc l'abondance sur Terre, alors il faut l'atteindre, c'est ça le problème. Le fameux truc de la transition, c'est que merde, on l'atteint pas en fait. Et donc on n'est pas encore dans le communisme. C'est pour ça que d'ailleurs les régimes, l'URSS s'est appelée l'Union des républiques socialistes. Donc c'était des républiques socialistes soviétiques, d'accord. Oui, non mais même de la même manière. Mais moi j'avais fait une vidéo entière là-dessus. Peut-être tu t'en souviens là sur le vrai communisme. Et je signalais qu'un certain Ceausescu que tu as connu d'un peu loin, mais enfin voilà, il parlait tout le temps d'établir le socialisme dans la Roumanie socialiste, etc. Enfin moi je me rappelle des discussions que j'ai pu avoir avec certains Roumains un petit peu plus âgés que toi, hein, des gens qui ont peut-être aujourd'hui 75 ans plutôt, qui m'ont un peu raconté l'épopée. Le grand délire qu'on m'avait dit, c'était à chaque début de discours il nous disait qu'on avait fait un pas de plus pour établir le socialisme à la ville et à la campagne, et que donc on se rapprochait un petit peu plus de l'idéal et tout ça. Donc effectivement, les gens ils entendaient surtout parler du socialisme, et le communisme étant ce lointain mirage qui avait tendance à peut-être même se repousser d'autant plus qu'ils avançaient vers le communisme en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas assez libéré les forces productives. C'est tout l'aspect productiviste des régimes
socialiste réel. Voilà, par exemple, ils appelaient ça le socialisme réel, par opposition, disons, à un socialisme théorique ou au socialisme bourgeois. Voilà, parce que, disons, le socialisme bourgeois, des partis bourgeois socialistes d'Europe de l'Ouest notamment, ils n'avaient pas le pouvoir, ils n'avaient pas véritablement collectivisé la production, et donc c'était pas vraiment du socialisme réel. Mais cette phase de transition du socialisme réel, elle était censée assurer cette abondance fantasmatique qui allait donc être la garantie du manque de frustration des individus et donc du communisme. Il y a un aspect, si vous voulez, oui, mais comme le meilleur des mondes de Huxley, en fait. Huxley, il a pris le problème aussi avec la même prémisse. Je pense que certains de nos auditeurs connaissent Le meilleur des mondes, sinon tous. Si vous ne la connaissez pas, tout le monde doit lire ça. C'est une référence quand même. Huxley envisage justement un monde pareil qui est une utopie communiste, justement parce qu'elle elle arrive à fournir en abondance tout, en quelque sorte. Et c'est un monde sans frustration, où tous les désirs peuvent se satisfaire immédiatement, et même les désirs sexuels, d'ailleurs. Tout pourrait se satisfaire très très vite, et tout l'horizon humain n'est qu'un horizon de satisfaction des plaisirs immédiats, en fait. Bon. Donc voilà, ça c'est quand même on arrive sur les traits communs des utopies. Là, il y a l'utopie, en quelque sorte, vise un état assez de béatitude où il n'y a pas de souffrance, donc il n'y a pas de tension en fait entre un désir et sa satisfaction, parce qu'en fait il y aurait un peu c'est un état parce que sans malheur, parce qu'il y aurait en tout cas des moyens pour tout de suite satisfaire le moindre désir, en fait. Oui, alors du coup peut-être on peut revenir sur le côté un petit peu utopiste de ce qui est proposé. Peut-être que... Alors moi j'avais mis de côté aussi quelques citations de Roger Scruton qui parlait de cette thématique-là. Et lui, en fait, il a même conceptualisé ce qu'il appelait the utopian fallacy, donc le sophisme utopiste, qui dit quelque chose comme puisque c'est un idéal, on ne peut pas le réfuter, en gros. Je fais très 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 court, mais c'est un chapitre entier d'un livre que j'avais cité dans une vidéo qui s'appelle The Uses of Pessimism and the Danger of False Hope, qui n'est pas encore traduit en français, et que peut-être un jour on traduira si jamais vous nous en faites la demande et qu'on arrive à avoir les droits. Et les forces. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre intéressant. Et il attaque assez frontalement dans ce chapitre, d'ailleurs, un certain Jean-Paul Sartre, qui est un peu, selon lui, le promoteur d'une partie de cet utopisme en France, en fait. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il me semble que la France a eu une certaine tendresse à l'égard de l'utopie communiste qui n'a peut-être pas d'équivalent dans le reste du monde, en fait. Et c'est peut-être aussi ce qui explique cette persévérance, peut-être de la vision positive qu'ont beaucoup de gens du communisme en France. On ne va pas refaire l'épisode qu'on avait fait sur les victimes du communisme, mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de faits qui sont régulièrement niés, alors même qu'ils sont établis historiquement, par des gens qui ne veulent pas voir en face que l'idéologie en question a quand même eu beaucoup de sang sur les mains. Voilà. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y en a, comme on avait parlé, Yann Brossa qui t'expliquait que on doit disjoindre l'idéal de la réalisation historique, comme il appelait ça, et que non, on peut toujours conserver l'idéal et que l'idéal n'est pas criminogène. Et on en a déjà longuement parlé du fait que aussi, l'idéal est criminogène. Vous voulez socialiser les moyens de production, la façon de le faire, ça va être par des crimes. Point. Donc vous ne pouvez pas le faire autrement. Parce que l'égalité ne peut pas se maintenir autrement que par la force. Point. Donc, à partir du moment où vous laissez les individus libres,
C'est-à-dire, oui, une parenthèse, s'ils sont libres, il faut qu'ils soient propriétaires. C'est très important. La liberté concrète, sans la propriété, n'a pas de sens, en fait. C'est un des grands arguments, d'ailleurs, de Belloc dans l'État servile. Si vous êtes libre, mais que vous n'avez pas de propriété, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de créer des richesses qui vous maintiennent en vie. C'est très important. Ce que ça veut dire être propriétaire, c'est avoir des moyens de production d'une richesse qui vous maintiennent en vie. Parce que c'est ça, en tant qu'organisme vivant, nous avons besoin d'apport d'énergie régulier de la part de notre environnement. Et cet apport d'énergie, cette richesse que nous devons prendre sur l'environnement, sur la nature, bref, le bison, le mammouth que tu dois chasser, ou le salaire, ou les dividendes, ou les honoraires que tu te fais payer pour quelque chose. Bref, toutes ces choses-là, elles te sont nécessaires. Et si tu ne peux pas te les produire tout seul, tu n'es pas libre. C'est ça l'idée de la liberté concrète liée à la propriété. Mais donc l'égalisation de tout cela ne peut se faire que par l'expropriation. On a parlé de ça. Donc si on maintient l'idéal d'égalisation... Après, franchement, je pense qu'il y a une partie aussi peut-être de l'argument. Moi, j'étais allé jusqu'à m'interroger quand même sur, en fait, le prisonnier dans une prison. Techniquement, ses besoins sont satisfaits, en fait. Il veut manger, il a à manger. Il veut dormir, il a de quoi dormir. Bon, qu'est-ce qui fait qu'il est en fait quand même en train de vivre une sorte de pénitence, de punition? C'est que précisément, il ne peut pas disposer de ces moyens qu'il a de subvenir à ses besoins pour en faire ce qu'il veut, en fait. Parce que comme c'est quelqu'un... Parce que ce qu'il veut, c'est souvent un danger pour la société. C'est pour ça que... Oui, certes. C'est pour ça que... Mais ce que je veux dire, c'est que quand un maton lui apporte à manger, en fait, à la fois ses besoins sont satisfaits. Tu vois, du point de vue de... Quand j'entends certains des discours, on va dire marxistes, qui t'expliquent que le but, c'est pas de surproduire, c'est juste de satisfaire les besoins physiologiques de chacun, etc. Bon, si je te donne tous les jours... une pilule qui correspond à ton apport en calories et en protéines et en ce que tu peux avoir besoin. Bon, techniquement, j'ai subvenu à tes besoins. Le truc, c'est que comme c'est moi qui subviens à tes besoins et que je suis disjoint de toi, a priori, tes besoins, je ne les connais qu'imparfaitement. Et en fait, du coup, je massacre allègrement ce qui pourrait ressembler à tes caprices, à tes désirs, à tes préférences, etc. Parce qu'en fait, il y a plein de manières différentes de subvenir à ses propres besoins. Je veux dire, tu peux te nourrir avec de la viande ou avec du poisson. Tu peux te nourrir... Enfin, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, mais en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que le fait de subvenir à ces besoins, le fait qu'il y ait de la production suffisamment abondante pour que les gens ne manquent de rien, ne garantit pas que les gens soient heureux, en fait. Cette vision que c'est une condition peut-être nécessaire, mais clairement, elle n'est pas suffisante pour garantir que par la possession matérielle, justement pas la possession, la consommation matérielle, en fait, les gens vont être heureux. Je ne sais pas si ça fait sens. Oui. Si, tu me pardonneras, mais je veux préciser, oui, ce que tu veux dire peut-être, c'est que les gens sont en prison, même si leurs besoins sont satisfaits de l'extérieur par une fourniture régulière de nourriture, ils ne s'autodéterminent pas. La liberté concrète, c'est quand même une liberté de s'autodéterminer, de fixer ses propres buts et aussi ses moyens pour les atteindre, d'accord. Je trouve qu'il est important j'essaie d'établir à chaque fois qu'on discute un petit peu qu'est-ce qui me semble être la normalité de la liberté, de la vie libre. Certes, c'est un idéal qu'on n'atteint pas tout le temps, qui est difficile d'atteindre, mais la vie libre idéale, c'est une vie d'autonomie, c'est-à-dire, oui, tu te donnes ta propre loi, pas une loi capricieuse, mais une loi de la raison, c'est une loi qui vise ton propre bonheur, justement, ton propre bien, le bien de chacun, c'est son bonheur. Et surtout, ce qui est important, et on le voit même si on a des enfants, on peut le voir, un enfant, non seulement il aime qu'on lui donne à manger, mais il veut manger tout seul. Enfin, un des plaisirs de grandir, c'est de faire de plus en plus de choses tout seul, en fait, pour soi-même, d'abord, et ensuite, bien sûr, pour les autres. Mais
Voilà, ça c'est un des chapitres très intéressants chez Scruton que je suis en train de traduire sur l'épanouissement. Il parle justement, il dit l'épanouissement fait partie de l'essence de chaque personne en fait. Chaque personne euh, vise à s'épanouir, c'est-à-dire à vivre et à se rapprocher du bonheur par ses propres moyens raisonnables. Et c'est une destinée de chaque individu. En fait. L'épanouissement individuel, c'est d'arriver à être de plus en plus autonome, c'est-à-dire d'arriver à faire de plus en plus son bonheur par ses propres moyens, en fait. D'accord. Et son bonheur et le bonheur est très distinct du fait de satisfaire des besoins basiques, en fait. D'accord. Le bonheur est quelque chose de beaucoup plus complexe. Le bonheur d'une personne est quelque chose de beaucoup plus complexe que la satisfaction de ses besoins primaires, en fait. Voilà. Oui, Donc, mais ça, par exemple, c'est quelque chose, moi, il me semble qu'il y a une sorte de grosse tache aveugle chez beaucoup de matérialistes en général. Mais il me semble que c'est encore plus ironique chez les marxistes, c'est que ce sont des gens qui, pour certains, sont capables à 3 phrases d'intervalle de te dire « Ah, vous voyez, n'empêche, tous ces gens-là qui défendent le capitalisme, ils pensent que ça va les rendre heureux d'avoir un 4x4 et de quoi remplir le frigo, alors qu'en fait, c'est pas ça le bonheur, machin. » Et 3 phrases plus loin, ils vont te dire « Ah mais non, en fait, tu es heureux pour des raisons matérielles. C'est parce que tu manques de plein de choses que tu es malheureux. Mais si tu avais plein de choses, tu serais très heureux. » Il est évident qu'il y a des gens malheureux partout. Il y a des gens malheureux même dans des pans de la société où il y a une fortune colossale, et il y a des gens dépressifs, même chez des gens qui sont incroyablement riches. La littérature ne manque absolument pas d'exemples de gens riches qui sont malheureux. C'est peut-être même un des tropes les plus classiques. Je veux dire, on prend Huysmans avec le personnage typique du bourgeois qui s'ennuie, qui ne sait plus comment... Des esseintes. Oui, des esseintes. Mais je veux dire, c'est un exemple parfait. Je pense par exemple aussi à l'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, même genre de phénomène en fait. Une dame qui a épousé un type immensément riche, elle habite dans un superbe manoir, elle a des terres, tout ça, oui, mais son mari est un peu paralysé, bon, elle s'ennuie, elle se sent emprisonnée, on retrouve, en fait, ce n'est pas juste un problème d'abondance matérielle que d'être heureux. Là, pour le coup, voilà. pour Lady Chatterley, on pourrait dire que si, c'est un problème quand même de pénurie de quelque chose. Ouais, allez. Mais, bon, mais je te concède ça. Ne divergeons pas. Ce qui se passe, c'est que oui, ok, premièrement, c'est pas parce que les gens sont communistes qu'ils sont moins incohérents que les autres. Ils peuvent tout à fait à 3 phrases d'intervalle sauter dans une autre philosophie sans s'en rendre compte, comme beaucoup d'entre nous. Ils passent de leur matérialisme à un idéalisme sans s'en rendre compte. Bon, ça c'est l'incohérence habituelle de beaucoup de personnes. C'est pas je dirais que c'est pas surprenant, mais si on prend le sérieux de la théorie, oui, la théorie est en fait, comme beaucoup de théories philosophiques, elle peut et doit être attaquée par sa vision trop réductrice de la complexité de l'homme. En fait, c'est ça. En fait, moi, petit conseil à tous ceux qui veulent faire un peu de philo et critiquer les théories philosophiques. La plupart des théories philosophiques peuvent être critiquées par l'anthropologie qu'elles présupposent. En fait. Et c'est là que c'est surtout par la vision de l'homme qui est le présupposé de la théorie que vous pouvez attaquer cette théorie. Et d'ailleurs, les grands philosophes les plus honnêtes, on prend par exemple Thomas Hobbes, quand il échafaude sa théorie politique, il commence par une anthropologie. Il va d'abord mettre au clair, voilà, parce qu'il est honnête, parce qu'il a une démarche vraiment honnête. Voilà. Mon anthropologie, elle est comme ça. Je pense que l'homme est comme ça. Et comme l'homme est comme ça, on va construire l'État comme ça. Et on peut critiquer Hobbes de façon beaucoup plus scientifique et très claire, parce qu'on lui dit, en fait, ton anthropologie, elle réduit l'homme. Il y a quelque chose que tu as raté.
Mais au moins, c'est clair. On peut voir ce que Hobbes a raté, par exemple. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut voir ce que Hobbes a raté et on peut critiquer alors tout l'ensemble. Chez Marx aussi, c'est pareil. Il y a des gens brillants qui l'ont fait. Berdyaev, en particulier, Nikolai Berdyaev, qui a critiqué ça, d'ailleurs, directement face au gars du KGB qu'il connaissait, parce qu'il a été expulsé par le... Enfin, c'était la Tchéka encore, c'était pas le KGB, mais en tout cas, il y a des gens il l'a déjà fait. Les communistes réduisent la complexité de l'être humain, justement la complexité de ses aspirations, la complexité de ses besoins, la complexité de son épanouissement à des satisfactions assez frustres finalement. En tout cas, pas chez Marx, on a déjà vu, chez Marx, on pouvait être encore critique littéraire. Chez Marx, c'est tout un épanouissement des qualités humaines. D'accord, chez Marx, il avait une culture classique, il savait très bien que l'homme ne vivait pas simplement de pain. Mais disons que chez tous les épigones de Marx, c'est beaucoup moins complexe. Et ça en vient à ce genre de considérations que certains ont entendu vivre. Voilà, qu'une botte vaut mieux que tout Shakespeare. Vous savez, pour le gars qui a faim, qui a froid aux pieds, est-ce que voilà, et que un quignon de pain vaut mieux que toutes les œuvres littéraires du monde? Non, parce que comme si voilà, les œuvres spirituelles n'avaient pas d'importance. C'est toujours une réduction criminelle de la complexité de l'homme qui aboutit finalement à la pauvreté réelle de la politique communiste en général, en fait. Et aux crimes concrets contre tout ce qu'ils ont considéré comme étant des parasites, les artistes, l'intelligentsia, enfin tout ce... donc voilà, tout ça, ça a été très cohérent, mais ça part d'une réduction de la complexité de la nature humaine et pour essayer de la faire rentrer dans ce lit de Procuste qui était le matérialisme soviétique. Et ça rentre pas, et donc, mais on considère qu'on fera encore, ça rentre pas parce qu'on fait pas assez d'efforts, parce qu'on n'a pas atteint l'abondance, donc voilà. Donc c'est aussi la raison pour laquelle ils ont quand même attaqué en premier, je parle des soviétiques et d'ailleurs des maoïstes, pourquoi ils ont attaqué en premier les établissements religieux? Je veux dire, on oublie que les premiers crimes léninistes, hein, on ne parle pas de Staline, on parle de Lénine, vraiment dans les années, tout début des années 20. Donc dès qu'il a pris le pouvoir, il a vraiment fait des crimes atroces contre l'Église orthodoxe russe. Et il a vraiment fait ce qu'on appelle la terreur, je crois que ça s'appelle la terreur rouge, la grande... et s'est attaqué en premier à l'intelligentsia et particulièrement à l'intelligentsia religieuse. Parce que justement, les instances religieuses sont dépositaires d'une vision plus complexe de l'homme, en fait, tout simplement. En fait, et qui vont te dire, en fait, non, ça marche pas comme ça. Il ne suffit pas de lui donner du pain, de faire des usines, et de donner des congés payés et de l'envoyer aux vacances au bord de la mer Noire et ça ira très bien. Non, c'est que l'homme a besoin d'absolu, a besoin justement d'un idéal qui le rende immortel, ou en tout cas vers lequel, en s'avançant, il s'immortalise progressivement, en fait. C'est pour ça que je veux dire, les communistes s'en sont pris aux religieux, parce que les religieux incarnaient une critique de leur idéal, en fait. Je pense que c'est quand même ça qu'il faut revenir. Oui, à propos du gnosticisme, en fait, c'est un terme qui est mentionné sous la plume de Eric Voegelin, quand il signale en fait que pour lui, c'est la première forme d'hérésie qui a été combattue par la chrétienté, en ce que, quelque part, le gnosticisme essaye de demander tout de suite l'arrivée de la solution quelque part idéale et parfaite sur Terre, en fait, le paradis terrestre. C'est ce que j'ai compris, moi, c'est cité par Roger Scruton, encore une fois, dans le Utopian Fallacy, le chapitre. Oui, c'est-à-dire, oui, ça, il faut dézoomer un petit peu du XXe siècle pour embrasser un peu plus large. L'Église chrétienne a une histoire
où elle a combattu régulièrement la résurgence de cette même volonté utopiste. Alors, il y a des épisodes atroces des guerres de religion au XVIe siècle, qui sont des micro-événements utopistes, communistes presque. Je parle notamment à ceux qui, vous pouvez regarder ce qui s'est passé à Münster, je crois, en Allemagne, où il y a eu une micro-société communiste gnostique pendant quelques mois. Bref, il y a eu c'est-à-dire cette volonté, cet enthousiasme, d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est tout un, qui s'empare de certaines foules qui croient pouvoir établir une société parfaite sur Terre. C'était aussi la tentation des cathares, d'accord, parce que par exemple, là, tout le monde enfin, la doxa veut qu'il y ait une légende noire de l'Église catholique, bien sûr, qui a combattu les gentils cathares. Donc voilà, le début de l'Inquisition, ça a été la croisade contre les albigeois. Les albigeois, c'est-à-dire les cathares. Cathare qui veut dire pur, d'accord. Cathare, c'est aussi la même racine que du mot Catherine, donc la pure, enfin, c'est ça ce que ça veut dire. Et les cathares étaient parmi les premiers utopistes aussi, c'est-à-dire qui voulaient établir une société de purs, justement des gens qui étaient délivrés du péché originel. Bref, là, il y avait une vision utopiste qui s'était emparée du christianisme. Et je pense qu'il faut toujours un petit peu se méfier du fait que c'est pas parce que les cathares ont été vaincus que les victimes avaient forcément raison, d'accord. Vous pouvez regarder beaucoup plus près du contenu du catharisme lui-même. C'était pas génial, à vrai dire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut rattacher la tendance utopiste chrétienne à ce qu'on a appelé le courant gnostique. Alors, il y a cet philosophe politique américain, Eric Voegelin, qui avait résumé ça par une formule assez choc: n'immanentisez pas l'eschaton, don't immanentize the eschaton. Ça veut dire, ne souhaitez pas l'eschaton, c'est-à-dire ceux qui sauvent le paradis sur terre, ne le rendez pas immanent, n'essayez pas d'instaurer le paradis sur terre. Dès que vous allez essayer d'instaurer le paradis sur terre, ça va être la catastrophe. C'est ce qu'ont essayé, donc, à travers l'histoire, certains mouvements gnostiques, certains mouvements purs, les cathares, certains mouvements issus de la réforme luthérienne qui sont partis très loin, justement, dans l'égalitarisme, dans aussi le dérèglement de tous les sens. Il y avait aussi un aspect sexuel, de libération sexuelle, d'orgie. Il y a quand même eu un trend assez semblable. Et donc, c'est toujours cette tentation de se dire, en fait, oui, on arrivera à instaurer une société parfaite, on éliminera le mal, d'accord. Le gnostique, il y a un aspect, parce qu'on voit le côté solaire, on espère avoir une société parfaite, de pure, etc. Mais c'est surtout aussi une société qui va s'établir sur du meurtre, parce qu'on va devoir éliminer ce qui empêche la pureté. Et la pureté va être souvent rejetée. Donc c'est une société qui se constitue d'une façon un petit peu paranoïaque contre ceux qui ne sont pas purs, puisque la pureté est à l'intérieur et tout ce qui est impur sera à l'extérieur. Et c'est cette même structure paranoïaque que l'on retrouve dans l'utopisme communiste, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'Union soviétique ou du Kampuchea démocratique, c'est mauvais. Alors, j'ai vu, pas plus tard qu'aujourd'hui, en Corée du Nord, des gens sont condamnés à mort pour avoir regardé des séries télé ou des films qui sont pas nord-coréens. Ça c'est un truc qui se passe actuellement d'accord, en Corée du Nord. Ouais, mais c'est pas le vrai communisme, ça. Voilà. Non, c'est jamais le vrai communisme. Parce que le vrai communisme n'est pas encore là. Il sera là dans l'utopie. C'est la phase transitoire. Comme disait l'autre, l'éternité est très longue, surtout vers la fin. La transition est très longue, surtout vers la fin. Elle n'arrête pas de se rallonger, la transition vers le communisme. Mais voilà, donc c'est une structure paranoïaque où il faut éliminer le mal qui est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, donc, la pureté, pour maintenir la pureté. Donc, bon, ça c'est un des aspects. Donc, ça pour les lectures, je peux vous renvoyer. Eric Voegelin, il y a aussi, on en avait parlé lors du premier podcast, Alain Besançon, dont les origines intellectuelles du léninisme, parle très bien de ce courant gnostique
qui sous-tend la vision marxiste. Là, ça parle vraiment du marxisme. Et c'est un philosophe français. C'est pas, voilà, vous avez accès à ce livre assez facilement, Les origines intellectuelles du léninisme, un brillant ouvrage écrit par quelqu'un qui a été lui-même un sympathisant communiste et qui s'est rendu compte de son erreur. Donc ça c'est, oui, l'aspect utopiste se rattache à une vision religieuse dégradée. C'est pour ça que les communistes s'attaquent aux religieux qui comprennent en fait mieux que quiconque la déviance en fait. Et comprennent mieux que quiconque que la volonté d'instaurer le paradis sur Terre est une caricature de l'accession au paradis tel que le pense la religion traditionnelle. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. Moi, j'ai vu passer pas mal d'aveux assez explicites, en fait. Je pense notamment à un certain Wissam qui disait qu'il fallait rendre communistes on va dire les imams et tous les gens qui étaient dans les milieux musulmans. Et je me suis fait cette remarque. Alors, je sais que le terrain est glissant, donc ne glisse pas trop, Radou, s'il te plaît. Mais je me suis fait cette remarque que peut-être de toutes les religions qui existaient, l'islam était peut-être la seule qui pouvait encore trouver une sorte de terrain d'entente avec le communisme en ce qu'elle était plus peut-être prescriptive et moins intéressée à la nature humaine peut-être que les autres. Mais voilà, est-ce que je dérape trop ? Est-ce que tu trouves que c'est intéressant comme intuition ? Non. Alors c'est intéressant et puis c'est fondé historiquement parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives utopistes islamiques qu'on ne connaît pas en Occident. Alors pour le coup, je les connais un petit peu. Il y a eu des tentatives utopistes musulmanes d'instauration de sociétés parfaites. Il y a quelques légendes sur quelques réussites momentanées de cette société égalitaire. Justement, il y a eu des tentatives d'origine musulmane parce que, oui, l'islam peut s'y prêter. Alors, l'islam peut se prêter à plein de choses. Ça se prête aussi au contraire, avec le fatalisme de l'islam, on peut considérer aussi que, au contraire, l'inégalité la plus obscène est parfaitement halal, c'est pour le dire comme ça. C'est pour ça que tu peux parfaitement avoir des milliardaires, etc., et qui sont tout aussi musulmans que des gens à la base qui et se considéraient tous musulmans. Et en théorie, le pauvre musulman de base n'a pas à s'indigner contre le milliardaire parce qu'il est... C'est comme ça, c'est le destin, c'est la volonté d'Allah. Bon, c'est aussi une tension à l'intérieur de l'islam. Les terroristes du 11 septembre, pour parler de ça, puisque le 11 septembre, c'était il n'y a pas longtemps, étaient quand même c'était des Saoudiens, d'accord, qui étaient quand même en lutte contre l'establishment saoudien, d'accord, aussi au nom d'une vision plutôt égalitariste, d'accord. Là, en fait, pour parler des tensions dans le monde musulman, bon, il y a des mouvements égalitaristes dans le monde musulman contre, effectivement, l'establishment qui est de toute évidence très inégalitaire, d'accord. Les cheikh, les émirs, toutes les grandes fortunes du Golfe n'ont pas spécialement envie de faire propager un islam égalitaire. C'est pour ça qu'ils ont combattu régulièrement des gens comme Saïd Qutb, Saïd Qutb était une grande figure islamiste que Nasser a fait pendre et qui avait écrit un livre qui s'appelait Social Justice in Islam, donc la justice sociale en islam, qui était, un mix, on pourrait dire, entre une vision égalitariste matinée de lecture du Coran. Donc oui, ce mix existe en islam. Et c'est le mix terroriste. D'accord, c'est le mix islamiste. Le mix islamiste est égalitariste. D'accord, c'est pour ça que l'establishment, on va dire, le combat, parce que les milliardaires, les millionnaires du Golfe n'ont pas envie ils n'ont pas envie de partager, quoi. Ils n'ont pas envie de partager avec les autres. Donc ils n'ont pas envie de favoriser ces courants-là.
Voilà. Mais oui, l'islam peut se prêter à ça. Alors, plus profondément, tu as parlé d'anthropologie. Là, tu me tends une perche. Oui. Tu me tends une perche par rapport à l'anthropologie. Bon, là, on va faire un cours accéléré de théologie. Le christianisme se base sur l'idée que Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. On va résumer ça très simplement. Le christianisme est l'idée que Dieu transcendant s'est incarné dans un homme sur terre, Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour que les hommes, créatures de Dieu, en prenant exemple sur Jésus-Christ, deviennent eux-mêmes Dieu, éternel. C'est ça le salut de l'âme. Je résume très vite, mais c'est quand même ça. Pour résumer très vite, c'est ça la messe. Tu manges Dieu pour devenir Dieu. Tu manges le corps du Christ, tu bois le sang du Christ, parce qu'en mangeant, tu deviens ce que tu manges. Je résume très très vite. Ouais, c'est très très grossier presque. Je résume très vite, mais c'est quand même ça c'est ça le christianisme. Anthropologiquement, le lien entre l'anthropologie et la religion, il est là. La promesse de salut, elle est liée au fait de l'imitatio Christi. Bon, point. Et c'est une promesse de salut parce que tu deviens comme Dieu, d'accord ? Tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu, ça veut dire que tu es immortel. C'est ça que ça veut dire concrètement. La promesse de salut, elle est là. Il faut se rappeler pourquoi le christianisme a eu du succès historiquement. C'est pas du tout ça. Enfin, l'islam, ça marche pas comme ça en fait. L'islam, c'est pas. Tu ne deviens pas Dieu, tu deviens immortel parce que tu vas dans le paradis d'Allah qui a rien à voir avec le paradis chrétien. Le paradis chrétien, c'est d'être dans l'amour de Dieu. C'est d'être comme Dieu, c'est-à-dire d'être dans l'amour. Ça implique plein d'autres choses d'un point de vue social, en fait. Ça implique surtout la liberté. La liberté, l'individu fait dans une société chrétienne, l'individu fait son salut parce qu'il est libre, justement. Parce que s'il n'était pas libre, son amour, comme on l'avait dit lors du premier podcast, son amour n'a pas de valeur. S'il n'était pas libre, son amour n'aurait pas de valeur. Donc, il a déjà un germe de divinité en lui, puisqu'il est libre. Mais c'est un germe qu'il doit faire fleurir pour avoir la vie éternelle. Ça, je résume le christianisme très vite. Peut-être qu'il faut qu'on revienne un petit peu vers le communisme, parce que j'ai l'impression qu'on a fait une longue digression. Oui, mais on a fait cette digression-là parce que, justement, si c'est ça, là... Enfin, en tout cas, il y a une concurrence, vous voyez, entre le projet de salut individuel... de salut individuel tel que le définit le christianisme et le projet utopiste communiste. D'accord ? Si l'objectif avoir la vie éternelle, c'est de ressembler le plus au Christ, peu importe si tu vis dans l'abondance ou dans la pauvreté, ça ne va pas déterminer en fait ton salut en fait. Si tu es riche, si tu es pauvre, c'est toujours un peu accès. Le christianisme n'est pas une théorie de la justice sociale. Ça, permets-moi 2 minutes de parler de ça parce que. Vas-y, on est là pour ça. Non, mais c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui tirent le christianisme du côté du communisme ou du socialisme, en pensant que le christianisme, quelque part, jette l'opprobre sur les riches ou et qu'il encense les pauvres et que les pauvres, forcément, ont une sorte de primauté morale sur les riches. Non, bon, ok, on va refaire très vite. Comme le christianisme s'occupe du salut de tout le monde, il indique le salut, les difficultés de chacun. Les pauvres, si tu es pauvre, le danger, c'est le ressentiment. Le danger, c'est le ressentiment, on a déjà parlé. C'est l'envie, c'est un danger mortel pour l'âme. Si tu es riche, le danger, c'est un autre. C'est l'orgueil. Le danger, c'est de faire d'autres. C'est la débauche, c'est la luxure. Il y a d'autres problèmes spirituels. On pourrait dire que les riches et les pauvres, on est à la même enseigne. C'est-à-dire qu'on doit tous sauver notre âme d'un point de vue chrétien, mais on ne va pas avoir les mêmes problèmes.
D'accord? Le pauvre, il va avoir des problèmes surtout d'envie, surtout de jalousie, enfin, il va avoir certains problèmes pour souiller son âme. Le riche, il va avoir d'autres problèmes. Il va avoir des problèmes, voilà, d'orgueil, de luxure, de violence, de crime, souvent, parce que voilà, comme tu es riche, tu peux croire que tu peux faire des crimes que personne t'attrapera, etc. Mais du point de vue eschatologique, c'est-à-dire du point de vue religieux, l'objectif n'est pas que l'on soit tous riches ou pauvres, c'est un moyen. Enfin, selon la situation sociale dans laquelle tu te trouves, tu as certains problèmes moraux. Et en théorie, l'Église, elle est là pour te donner pour te donner un guide dans chacune de tes situations. Mais elle n'est pas là pour aplanir les situations sociales. Je veux dire, ça, je pense que parce que c'est pas parce que tu vas être pauvre que tu vas être moins tenté d'être envieux ou au contraire. Et c'est pas parce que tu vas être riche non plus que tu vas être moins tenté d'être orgueilleux. Au contraire. Voilà. Donc non, chaque fois, c'est selon la situation dans laquelle tu te trouves, tu auras les problèmes spirituels spécifiques. Oui, et donc quelque part, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, c'est pas parce que tu changes juste les conditions matérielles que, enfin, tu vas résoudre certains problèmes, mais tu vas en créer d'autres. Et donc, c'est ce que tu penses avoir gagné d'un côté, tu vas le perdre d'un autre côté, et en fait, t'as pas résolu le problème, concrètement. Si tu pensais t'en sortir en devenant une bonne personne juste parce que tu avais de quoi manger, ok, tu vas peut-être arrêter je sais pas moi, de voler dans les magasins et de te sentir jaloux des gens qui ont des belles voitures dans la rue, mais par contre, peut-être que tu vas faire d'autres choses une fois que tu auras une belle voiture et de quoi manger. Voilà. Oui, pour donner un exemple très simple, vous n'avez qu'à googler ce qui se passe avec les gars qui gagnent au loto. Ah oui, c'est un bon exemple. Et les drames que ça entraîne. Il y a un exemple très très simple. Allez sur YouTube, les vies détruites par le fait de gagner au loto. Bon, super, ils ont gagné au loto, ils ont eu beaucoup plus de moyens pour faire des tas de conneries. Voilà, d'ailleurs, ça fait partie des problèmes qu'il y a aussi dans l'éducation de la jeunesse, dans la, on va dire, haute bourgeoisie, chez les gens qui ont vraiment des moyens. C'est que, en fait, souvent, le problème, c'est que ton gamin, il peut littéralement faire tout ce qui est possible en termes de bêtises. C'est-à-dire que rien n'est impossible. Il veut acheter des trucs débiles, il peut. Il veut acheter des produits stupéfiants, il n'y a aucun problème, c'est pas l'argent qui a un problème. Il veut dépenser sans compter sur des bêtises, il peut. Et en fait, c'est là où tu te retrouves avec souvent des parents qui sont un peu... ils savent pas trop comment gérer parce que, en fait, si tu mets pas un cadre super strict à la maison, si tu cadres pas, globalement, les gamins peuvent vraiment partir très très vite dans à peu près toutes les ornières possibles. Et c'est pas l'argent l'argent n'étant pas un problème, en fait, tout peut prendre des conséquences qui sont vachement plus grandes qu'ailleurs. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec certains établissements privés qui ont des soucis, je pense à Paris, il y en a quelques-uns, mais avec des consommations de produits stupéfiants, avec t'as des gamins qui font des bêtises, ils ont 16 ans, ils ont leur première bagnole, ils ont une super bagnole, hein. Ah bah ouais, mais ils se foutent en l'air parce qu'en fait ils font des bêtises avec. Enfin voilà, donc c'est juste on a déplacé le problème sur d'autres aspects, quoi. Oui, c'est un truc vieux comme Alcibiade, d'accord, pour donner une référence. Hein, donc on sait. Bon, mais voilà, oui. Bon, en tout cas, pour revenir sur l'utopie, et c'est l'utopisme communiste, oui, il surgit d'une vision étriquée finalement de l'homme. En fait, c'est ça. C'est toujours lié à ce matérialisme dont nous avons déjà parlé, en fait, et qui donne comme objectif de substitution à une communauté de personnes libres qui s'aiment, parce que c'est ça, en fait, à la place d'une communauté d'individus libres, responsables et travailleurs qui savent très bien qu'ils peuvent être faillibles et chuter, etc. Et ça, c'est une société, on va dire, à peu près normale et fonctionnelle, avec des problèmes, mais qui est toujours là en train d'essayer de se corriger, de maintenir un cap vers la sagesse. À la place de ça, on se dit non, on va instaurer une société dite de l'abondance matérielle qui, parce qu'il y aura une abondance matérielle, gommera tous les soucis. Et pour faire ça, on va donner les pleins pouvoirs au parti unique qui va s'occuper de nous régler l'abondance. Et oui, et ça donne plein de catastrophes parce que
parce que la vision de départ, elle était étriquée et fausse, en fait. D'accord ? Point. Parce que l'être humain ne se nourrit pas que de pain, comme on dit, en fait. Et que même s'il a plein de pain, ça n'empêchera pas de faire des conneries, au contraire. Et puis voilà, aussi, il y a peut-être aussi une négation d'une volonté de distinction que la plupart des gens ont aussi. Moi, j'avais signalé dans, je ne sais plus laquelle, c'était des vidéos où j'avais parlé de ce phénomène, où je disais la plupart des gens, en fait, ont peut-être envie d'avoir la plus belle maison de la rue. Bon. Et c'est une envie qui, enfin, globalement, tu habites dans un quartier où c'est que des pavillons qui se ressemblent tous, qui ont été tous construits à la chaîne, tu n'as qu'une envie, c'est de ne pas habiter la même maison que les autres, en fait. C'est littéralement la première chose qui te passe par la tête, normalement. Si tu es à peu près sain d'esprit, tu te dis, non mais attends, j'ai pas envie d'habiter exactement la même chose que les autres. Et comment je pourrais un tout petit peu changer la déco, etc. Et donc, en fait, il y a une volonté, enfin, il y a profondément en nous un équilibre entre à la fois une envie d'appartenir à un groupe, de se sentir conforme à d'autres personnes, de se sentir dans la normalité, mais aussi d'être capable de se distinguer des autres, en fait. Et j'ai l'impression qu'une bonne partie de l'idéalisme communiste rate cette ambivalence qu'on peut avoir entre j'ai envie de me distinguer, j'ai envie d'appartenir à une norme. Comment tu le perçois, toi? Oui, je suis d'accord. Premièrement, oui, parce qu'il y a un manque de nuance, encore une fois, de la compréhension de l'être humain. Parce qu'il n'y a pas de distinction. On veut uniformiser et donc forcer tout le monde à avoir les mêmes désirs, au lieu de laisser s'exprimer le désir de distinction. Je rappelle qu'Aristote le considérait, le désir de distinction, comme étant véritablement un des moteurs les plus importants pour arriver à l'excellence. Parce qu'il faut distinguer l'envie et la concurrence délétère, enfin l'envie de priver autrui de ce que toi tu n'as pas, d'accord, de l'émulation qui vise à ce que tu obtiennes la même chose et peut-être à avoir une maison encore plus belle que lui. Et ça, c'est une bonne dynamique, d'accord. Si toi tu souhaites avoir une plus belle maison que ton voisin, si tu as canalisé ton envie de distinction et tu as créé quelque chose de beau. Pour dire très vite, c'est pour ça que l'Italie est belle. L'Italie, elle est belle parce que pendant des centaines d'années, les cités italiennes ont joué à ce jeu-là entre elles, d'accord. L'Italie, elle est belle aujourd'hui comme résultat de l'émulation entre les cités, pour faire les plus belles cathédrales, pour faire les plus belles villes, tout court, d'accord. Donc l'émulation, vous pouvez voir très bien le résultat de tout ça, ça donne de belles choses. Mais là, encore une fois, oui, quand tu définis d'une façon arbitraire et extérieure, tes besoins sont ceux-là, tu vas avoir telle maison et on va te donner ta... oui, on ne laisse pas justement libre cours à la création de richesse. Tu vois, là où on en arrive aussi à un point beaucoup plus simple, c'est que le désir de distinction est en fait est créateur de richesse. Quand tu veux embellir ta maison, tu vas développer des talents, tu vas peut-être devenir sculpteur, en tout cas, tu vas créer des richesses en voulant te distinguer. Et c'est une bonne chose, à la fois pour toi et pour la société. Parce que si ça se trouve, tu embellis ta maison et quelqu'un te demandera ensuite de décorer la sienne. D'accord ? Donc en fait, il y a... Ou il y a peut-être des gens qui vont venir du village à côté pour voir ta maison parce qu'ils la trouveront superbe. Et tu vas créer du tourisme. Oui. C'est pas pour rien que les gens vont à Barcelone et qui vont pas au Kazakhstan, d'accord ? C'est pas pour rien. Donc bon, c'est qu'à Barcelone, Gaudi a essayé de faire des choses uniques et il a réussi à les faire et ça attire des millions de gens. Mais voilà, c'est une des raisons, pour revenir pour des raisons beaucoup plus économiques, cet utopisme égalitariste crée finalement de la pauvreté, et se tire une balle dans le pied parce qu'ils visent soi-disant l'abondance, mais en fait, ces gens ne réfléchissent pas aux conditions de création de l'abondance. L'abondance, elle ne se crée pas parce que l'organisme du parti décide d'organiser la production. L'abondance se crée effectivement parce qu'il y a un désir de distinction, parce que les gens veulent acquérir des compétences pour gagner un peu plus d'argent, pour améliorer leur sort. Et en essayant de se distinguer et donc de progresser vers l'excellence, ils finissent par avoir par avoir plus de compétences pour créer de la valeur pour tout le monde, en fait. Mais le système communiste
en privant les gens vraiment des motifs de s'élever, des motifs de s'enrichir, en fait, rendent les gens passifs. Et c'est aussi le système de l'assistanat, en fait, de l'État servile. L'État servile sombre dans la pauvreté, parce que sans les incitations, sans les incitations concrètes, les gens font des calculs. Pourquoi j'irai travailler si je peux avoir tout simplement les aides sociales? En fait, attends, j'ai fait un calcul. C'est très simple. Bon, pourquoi est-ce que je vais développer des compétences alors que je peux quasiment avoir la même chose sans rien faire? Les gens sont rationnels. Ils font un calcul coût-bénéfice et ils disent non, coût-bénéfice, je fais rien. Donc, et la société tout entière s'appauvrit parce qu'on a été empathique. Ah, tu voulais absolument reparler d'empathie. Tu veux inviter les gens à voir le précédent podcast, c'est ça? C'est ça, voilà. Écoute, mon cher Radu, je crois qu'on a fait un assez bon tour d'horizon, même si le sujet est honnêtement un peu inépuisable quand même. On va pas se mentir, il y aurait de quoi probablement faire 2 ou 3 autres podcasts du même genre pour parler de tous les petits détails. Peut-être qu'on peut rappeler aux gens les livres principaux qu'on a cités pour leur donner matière à poursuivre notre réflexion. Donc je crois que tu avais parlé d'un livre de Monroe, il me semble. Oui, alors Monroe, il faut lire tout Monroe, les amis. Non. En tout cas, Sociologie du communisme, Monroe, 1948, très bon livre. Si vous trouvez Sociologie de la Révolution, aussi, on parlera de ce livre qu'il a écrit 20 ans plus tard, 69. Et puis, Alain Besançon, les origines intellectuelles du léninisme. Aussi, bien sûr, surtout l'état servile de Belloc, quand même, c'est très important. On se fait de la pub. Oui, faisons de la pub. Et surtout aussi, les prochains livres que nous allons sortir d'Ernest Becker, 3 livres d'Ernest Becker, prix Pulitzer 1974, qui traitent de ces questions-là depuis un autre point de vue, mais en tout cas de la volonté d'immortalité des hommes et de ses conséquences politico-sociales. C'est le noyau central de la volonté utopiste. Et puis moi j'avais parlé de Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et Démocratie, qui est un classique qui se lit assez bien, honnêtement, franchement. C'est pas de l'économie où vous allez avoir des équations à toutes les pages, vraiment ça se lit assez bien. Et j'ai cité également un livre qui n'est malheureusement pas encore en français, qui est The Uses of Pessimism de Roger Scruton. Peut-être que vous pouvez aller le lire en anglais en attendant, et puis le jour où on a de la demande, peut-être qu'on le fera en français, mais je pense qu'on n'a pas juste un problème de demande, on a aussi un problème de bras, en fait. Il faut qu'on arrive à être plus nombreux. On a un problème de moyens de production. Voilà, c'est ça. Les moyens de production ne sont pas encore là. Ce qui nous rend très malheureux, d'ailleurs, disons-le, parce que une fois que les moyens de production seront bien multipliés, on sera heureux, mais là, pour l'instant, on ne l'est pas. Merci encore une fois à tous les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici, et puis je vous dis à dans 2 semaines, c'est ça? Dans 2 semaines, oui, merci beaucoup, Moss.